Bienvenue à tous, c'est l'heure de l'information sur RTI 1. Dans les titres, dans l'enseignement supérieur, le président Alassane Ouattara apporte son soutien à 27 jeunes Ivoiriens admis dans les grandes écoles françaises. Ils ont été acceptés sur concours grâce notamment à leurs excellents résultats et à l'appui de l'État de Côte d'Ivoire. À Boisflé, dans la région de la Maraoué, un projet de renforcement en eau potable voit le jour pour un montant de plus de 170 milliards de francs CFA, cofinancé par la Côte d'Ivoire et la Chine. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a procédé à la mise en service d'une station de traitement d'eau potable et d'un château d'eau. En Mauritanie, rencontre entre le président de l'hémicycle et les présidents d'Assemblée nationale, membres de l'APF. La délégation ivoirienne est conduite par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo. Et puis, Jeux olympiques de Paris, Marie-Josée Talou est qualifiée pour les demi-finales des 100 mètres dames. La sprinteuse ivoirienne a fini première de sa série sur un impressionnant chrono de 10,87 devant des athlètes de renom, y compris la Jamaïcaine Fraser Price. Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI 1. Au nom du chef de l'État, la secrétaire générale de la présidence de la République a reçu aujourd'hui 27 jeunes Ivoiriens. Ils sont admis dans des grandes écoles françaises au titre de l'année académique 2024-2025. Masséré Touré Koné leur a transmis les encouragements et le soutien du chef de l'État. Mama Traoré. Au nombre de 27, ce sont des purs produits de l'école ivoirienne. Certains sont issus du lycée scientifique de Yamoussoukro, du lycée classique d'Abidjan, de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, d'autres du lycée municipal d'Atekoubé, du collège Anador d'Abobo et du lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Après le baccalauréat, la plupart d'entre eux a intégré l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, tout en ayant à cœur d'accéder aux plus prestigieuses écoles françaises pour la suite du parcours. Un rêve devenu réalité suite à leur admission sur concours. C'est le lieu donc pour nous d'exprimer notre profonde gratitude au premier instigateur de cette initiative hautement salutaire, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a largement investi pour nous fournir les conditions indispensables à l'obtention de ces résultats remarquables. Venant de milieux modestes pour la plupart d'entre nous, l'accompagnement de l'État nous a été d'un secours vital pendant ces années loin de nos familles respectives. C'est donc grâce à la vision éclairée du chef de l'État et au travail acharné du gouvernement que nous sommes en voie de concrétiser nos rêves. X Polytechnique, HEC Paris, EDEC Business School, EM Lyon sont les grandes écoles françaises qui accueilleront ces talents ivoiriens. Le ministère de tutelle insiste sur la nécessité pour eux de revenir servir le pays à la fin de leurs études. Avec la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de transformer structurellement l'économie de notre pays pour passer d'une économie de rente à une société de production de biens et services, toutes les compétences seront les bienvenues à l'effet d'impulser un développement rapide à ce pays, à l'instar des dragons d'Asie. C'est avec le retour dans leur pays, avec les compétences acquises à l'extérieur, que les peuples de l'extrême-orient, comme la Chine, y compris Taïwan, Singapour, la Corée du Sud, Hong Kong, ont pu atteindre une forte croissance industrielle dans la moitié du XXIe siècle. Nous avons donc le regard tourné vers vous. Pour cette aventure académique dans l'Hexagone, chacun des 27 cracks bénéficiera d'une bourse d'excellence octroyée par le président de la République. Soutien incluant une prise en charge complète de la scolarité et une prime mensuelle sur l'année. Le chef de l'État me charge de vous dire qu'il est très très fier de vous. Il m'a dit « applaudis-les de ma part », donc je le fais, bravo. Il me charge de vous adresser ces très vives et chaleureuses félicitations. Il me charge de vous dire que vous avez tous ces encouragements et vraiment son entière confiance. Le chef de l'État souhaite que vous continuiez de travailler comme vous l'avez toujours fait, que vous continuiez de travailler, que vous soyez responsable et exemplaire. En un mot, il souhaite que vous soyez les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans toutes les grandes écoles que vous allez regagner bientôt
que vous soyez vraiment les dignes représentants de la Côte d'Ivoire. Les 27 admis dans les plus prestigieuses écoles françaises seront les invités du chef de l'État aux festivités marquant l'an 64 de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Dans la région de la Maraoué, zone centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a procédé ce vendredi à la mise en service d'un projet de renforcement en eau potable. Il est composé d'une station de traitement d'eau potable de 8000 m3 par jour, un château d'eau de 1000 m3 et des ouvrages de canalisation pour un montant total de plus de 170 milliards de francs CFA, cofinancés par la Côte d'Ivoire et la Chine. Franck Quadio. De l'eau à profusion désormais disponible à Boisflé. Par ce geste, le Premier ministre Robert Begré-Mombé met en service la station de traitement d'eau potable d'une capacité de 8000 m3 jour, ainsi qu'un château d'eau de 1000 m3 en plus de canalisations afférentes, un soulagement pour les populations de Boisflé, une des 12 localités à bénéficier de ce projet global de renforcement en eau potable initié en 2020 par le chef de l'État. Nous avons eu beaucoup de problèmes d'eau, mais à compter d'aujourd'hui, nous savons que nous tous, la commune et les sites habités, sommes très heureux d'avoir l'eau près de nous. On a du mal à boire. Si aujourd'hui nous avons de l'eau potable, mais c'est une aubaine pour nous. On ne fait que remercier le président et le ministre, et surtout notre fils Zoropi Epiphane. Les populations traduisant les remerciements officiels exprimés par le maire Étienne Yao et le président du conseil régional Epiphane Zorobalo. Et cela a raison, cette deuxième station de traitement d'eau, selon le ministre de l'Hydraulique, offre une palette d'opportunités sanitaires aux populations. Le projet vise d'abord à sécuriser et à renforcer la production d'eau potable avec un temps de fonctionnement de 20 heures. Ensuite, à améliorer le fonctionnement hydraulique du réseau et la qualité du service. Et enfin, à étendre la desserte aux zones d'expansion urbaine et aux localités environnantes. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais rendre un hommage mérité au ministre Laurent Tchagba, mon prédécesseur au ministère de l'Hydraulique, qui a lancé ces travaux aux côtés du chef de l'État il y a 4 ans. Ce projet sanitaire de Boisflé d'un coût de plus de 11 milliards de francs CFA vient en renforcement des différents projets initiés par le chef de l'État pour le développement local. Le Premier ministre l'a notifié. La région de la Maraoué et sa capitale sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Le gouvernement se concentre sur la réhabilitation et le remplacement des pompes à motricité humaine en milieu rural, la mise à niveau et le renforcement des réseaux de production et de distribution d'eau en milieu urbain avec la construction de plusieurs châteaux d'eau. Dans le domaine de l'eau, nous avons signé une grande convention avec Exim Bank Chine et c'est au total plus de 170 milliards de francs CFA que nous avons pu dégager pour alimenter en eau potable près de 12 villes en Côte d'Ivoire. Ces châteaux d'eau, avec toute la distribution que cela va nécessiter, va permettre d'avoir de l'eau de qualité. Depuis 2012, plus de 600 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le chef de l'État pour la construction et la réhabilitation d'ouvrages d'hydraulique urbaine et villageoise. L'ambition affichée d'ici à 2030, la desserte totale de l'ensemble du pays en eau potable. Et dans cette droite ligne, l'Agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement en Afrique a décidé de s'inscrire dans un nouveau dynamisme. Depuis le 31 juillet, les 15 pays fondateurs sont en conclave à Yamoussoukro au programme Restructuration de l'organisation, réforme institutionnelle, entre autres actions fortes. Et la session s'est achevée ce vendredi 2 août. Elle a vu la participation du Premier ministre Robert Begré-Mombé. Il a émis le souhait de voir l'agence jouer à nouveau ce rôle moteur dans la politique africaine pour un environnement viable. Le présent Conseil des ministres se tient dans un contexte tout particulier. D'abord en raison de l'attention de la communauté internationale tournée vers l'accessibilité des populations aux services sociaux de base
notamment l'eau potable et l'assainissement. Ensuite, à un moment où nous faisons face aux catastrophes naturelles du fait des changements climatiques, avec pour corollaire des dommages et des désolations. Au regard de ces constats et des importants défis qui s'imposent à nos États respectifs pour leur développement, nous devons mobiliser nos énergies pour une prise en charge optimale des questions liées à l'eau et à l'assainissement. Cette institution, avec une forte empreinte historique, contribue depuis des années aux efforts du continent à travers la mise en place des systèmes intégrés, combinant l'optimisation des approches techniques et scientifiques et les mécanismes de financement novateurs. Et même si elle continue de traverser une zone de turbulence, ce qui arrive à toutes les institutions d'un caractère international, nous avons foi que par votre clairvoyance, les décisions idoines seront prises pour sa relance. Extrait de l'intervention du Premier ministre ivoirien à l'issue donc de la session du Conseil des ministres des pays membres de l'Agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement en Afrique. En Mauritanie, quelques heures après la cérémonie d'investiture du président Mohamed Ould Ghazouani, le siège de l'Assemblée nationale a abrité une rencontre entre le président de l'hémicycle mauritanien et ses homologues membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La délégation ivoirienne a été conduite par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Carmel Dia. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et des membres du bureau de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie. Cette rencontre a réuni des délégations venues de plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, le Cameroun et la France. Pour Adama Bictogo, ce cadre d'échange entre parlementaires membres de l'APF permet de réfléchir et de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent certains États africains grâce à la diplomatie parlementaire. Notre présence ici obéit aux conclusions de notre sommet à Montréal. Mais ce que nous avons aujourd'hui décidé, c'est qu'au-delà de la langue, que l'espace francophone soit un espace où les frontières pratiquement n'existent plus pour que nous ayons le rassemblement des peuples. Aujourd'hui, la Mauritanie, par sa stabilité, devrait être le pays de rampe pour pouvoir aller rencontrer les autres pays du Sahel. Nous nous sommes retrouvés ici pour que la Mauritanie joue son rôle par sa position géographique. Mais c'est ensemble que nous allons le faire. Je pense que la diplomatie parlementaire vient compléter l'action du gouvernement et avec des échanges continus, transparents, nous arriverons ensemble à constituer un pont entre nos pays et pouvoir exprimer librement ce qu'on veut. Et je pense qu'aujourd'hui, cette grande délégation qui représente la francophonie a constaté notre disponibilité et nous sommes prêts à les accompagner dans ce cadre. La délégation a visité les locaux de l'hémicycle. Épidémie de dengue, découverte de 6 cas de variole du singe en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé communique sur les gestes à adopter et rassure les populations ivoiriennes. Le comité de veille demande aux prestataires de santé du service public et du privé, devant toute fièvre, de poursuivre la réalisation du double test de diagnostic rapide de paludisme et de dengue. Les tests sont disponibles et gratuits. La lutte antivectorielle, démarrée dans la grande ville d'Abidjan, va s'étendre et s'intensifier dans les 33 régions sanitaires du pays. Dans le cadre de la lutte antivectorielle, la population doit s'attendre au passage des véhicules et des drones qui vont pulvériser des insecticides pour tuer les moustiques de la dengue et du paludisme. Le ministère en charge de la santé recommande à la population d'ouvrir
portes et fenêtres au passage des véhicules et des drones. Les populations doivent procéder systématiquement à l'enlèvement et à la destruction des pneus usagés et de tous autres objets pouvant contenir de l'eau où se multiplient les moustiques vecteurs de la dengue et du paludisme. Le ministère en charge de la santé rassure la population que la prise en charge de la dengue et du paludisme dans le secteur public reste gratuite. Concernant la variole du singe ou monkeypox, le ministère en charge de la santé rassure la population qu'il n'y a pas d'épidémie de variole de singe à ce jour. 6 cas sporadiques et isolés ont été notifiés. Notons qu'il n'existe pas actuellement de contamination interhumaine. Toutefois, il est recommandé aux populations de ne pas manipuler les animaux sauvages. Le ministre chargé de la Santé recommande à la population de consulter le plus rapidement possible le centre de santé le plus proche devant tout cas de fièvre ou d'éruption cutanée. Voilà, la Côte d'Ivoire vient également de signer un nouveau partenariat avec une entreprise américaine d'exploration pétrolière. Ce contrat porte sur 3 blocs pétroliers et aussi sur des recherches d'hydrocarbures en onshore. La signature du partenariat avec Jean-Michel Quadio et Léon Brou. Cette signature traduit un nouveau partenariat entre la Côte d'Ivoire et Elephant Oil, entreprise américaine d'exploitation pétrolière. Quitus lui est ainsi donné pour la reprise des recherches d'hydrocarbures en onshore. Concrètement, l'entreprise va explorer le bassin sédimentaire ivoirien à la recherche de gisements pétroliers. Cette fois-ci, en terre ferme. Ce contrat porte sur 3 blocs pétroliers, à savoir les blocs CI 520, CI 521 et CI 522. Les opérations en terre ferme sont d'autant plus importantes qu'elles nécessitent moins de technologie qu'en mer. Elles sont moins coûteuses et elles ont une technologie beaucoup plus accessible pour des pays comme le nôtre. Donc je voudrais déjà saluer l'équipe de négociation qui a abouti à ce résultat. 52,5% des bénéfices seront pour l'État de Côte d'Ivoire et je crois les 47,5% seront pour le consortium. Le pays est bien développé, a beaucoup de ressources et surtout un merveilleux peuple. Nous sommes impatients de commencer à travailler ici en créant beaucoup d'emplois avec un contenu local, comme souhaité par le président Ouattara. 7 blocs pétroliers composent la zone onshore, la première à accueillir l'exploitation pétrolière de la Côte d'Ivoire entre 1952 et 1954, avant la migration vers les zones offshore, c'est-à-dire en eau profonde. On parle d'infrastructures routières avec l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise au croisement des communes de Marcory et de Treichville qui est quasiment prêt. La deuxième phase du projet sera achevée dans seulement quelques jours et c'est sur le chantier de l'ouvrage que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a donné l'information. Dans 10 jours, il sera ouvert à la circulation. Lansine Bakayoko. La deuxième phase du projet d'aménagement de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise situé à l'intersection des communes de Marcory et de Treichville est quasiment fini. Nous sommes à un taux de réalisation d'un peu plus de 96%. Ça veut dire que l'ouvrage est quasiment terminé. Dans 10 jours, l'ouvrage sera terminé et on attendra donc les instructions de M. le Premier ministre pour pouvoir inaugurer et ouvrir officiellement à la circulation. Restent quelques travaux résiduels d'embellissement de l'ouvrage. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise contribuera significativement à la fluidité du trafic dans cette zone névralgique. Cette deuxième phase du chantier permettra de séparer les flux de circulation entre Marcory et Treichville, évitant ainsi les croisements entre les usagers venant de ces 2 directions. Je voudrais féliciter tous les acteurs, l'AGEROUTE, l'entreprise, la mission de contrôle, qui ont fait un excellent travail. Et dans quelques jours,
les Ivoiriens vont pouvoir donc bénéficier de cet ouvrage qui va donc améliorer leurs conditions de circulation. Les travaux de la deuxième phase ont consisté en la construction d'un pont de 17 mètres de hauteur, surplombant les 2 premiers bras du carrefour en venant de Marcory vers Trècheville. L'ouvrage, long de 760 mètres, a coûté 25 milliards de francs CFA pour la deuxième phase, ce qui porte le coût global des 2 phases à 50 milliards de francs CFA. La première phase, commencée en novembre 2016, avait été livrée le 16 décembre 2019. Le Conseil régional du Poro annonce de grands projets pour la région. La deuxième session du Conseil a permis de dresser un bilan pour l'année écoulée et le programme triennal 2025-2027 a été adopté et est estimé à plus de 7 milliards de francs CFA à Mississauga. C'est le centre culturel Ouamiognon de Korogo qui a accueilli la deuxième session du Conseil régional du Poro, présidée par Fidel Sarasoro. Au cours de cette session, le point des missions autorisées par le Conseil a été fait, entre autres celle des États de Delaware et Californie aux États-Unis. La mission de Californie à l'initiative de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a été l'occasion pour le Conseil de s'imprégner des innovations technologiques dans la Silicon Valley, l'entre de la pointe de la technologie. Et surtout de nouer des contacts avec des entreprises et instituts de recherche afin d'identifier des opportunités pour le Poro. C'était une mission très fructueuse et nous envisageons très prochainement des visites d'entreprises américaines de Californie dans la région du Poro. L'autre mission dans l'État de Delaware vise à tisser des partenariats entre le Poro et les structures privées et universités spécialisées dans l'agriculture, l'élevage, l'irrigation, la gestion des déchets, l'énergie et la construction des logements sociaux. La mission a permis d'identifier des partenariats possibles qui vont déboucher d'ailleurs sur la signature d'une convention qui a été approuvée au cours de cette session. Et au mois de septembre, il y aura une mission d'hommes d'affaires de l'État du Delaware qui viendront ici à Korogo et dans le Poro explorer avec nous des opportunités d'investissement direct. Au-delà de ces 2 missions, les vice-présidents du Conseil régional étaient aussi en mission de consultation avec les populations. Objectif, identifier leurs besoins et retenir les priorités. Des priorités qui font l'objet du plan triennal adopté ce jour, constitué d'actions et d'opérations pour un investissement de 7 153 milliards de francs CFA, dont 7 milliards pour les infrastructures et 153 millions de francs CFA pour les actions. À Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, une formation du corps préfectoral et des autorités décentralisées de Côte d'Ivoire se tient sur les réformes opérées dans les domaines de la construction, de logement et de l'urbanisme. Il s'agit pour les participants de pouvoir s'approprier ces réformes afin d'arriver à une gestion efficiente de leurs zones respectives. Kader Sogodogo. L'attestation du droit d'usage coutumier, le système intégré de gestion du foncier urbain, la procédure de délivrance des ACD, la création de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, pour ne citer que celles-là. Elles sont nombreuses, les réformes, pour améliorer les prestations du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme au profit des populations. Le temps est venu pour le ministre Bruno Nabagné-Koné d'initier une formation et une sensibilisation de certains acteurs clés de prise de décision que sont le corps préfectoral et les autorités décentralisées. Au sortir de ce séminaire, nous aurons suffisamment de lisibilité et surtout assez d'éléments de réponse à donner aux promoteurs immobiliers ou de lotissement dans nos différentes localités. Au bout, une meilleure appropriation du corps préfectoral et des autorités décentralisées. Le ministre Bruno Nabagné-Koné y tient. La question foncière et même toutes les questions touchant le cadre de vie concernent toutes nos populations. Et nous avons besoin pour cela d'associer à notre action les acteurs, ceux qui animent au quotidien ces espaces-là. Et ceux qui animent au quotidien ces espaces, ce sont d'abord les préfets, les sous-préfets, mais également les maires. Donc si nous voulons être efficaces dans notre mission d'accompagnement des populations, dans notre mission pour créer un cadre de vie qui soit agréable
sur l'ensemble du territoire, le meilleur raccourci à prendre, c'était celui-là. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, un véritable patron du corps préfectoral et de la décentralisation, engage ses hommes à la réussite de la mission. Le gouvernement ivoirien, sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait de la sécurisation foncière une priorité nationale, avec un accent particulier sur les titres de propriété. Acteur de premier plan, vous êtes tenu de rendre ces instruments opérationnels et efficaces. Il s'agit pour vous, dans le cadre de cette autre mission, de faire en sorte que la sécurisation foncière soit une réalité dans vos localités respectives. Ces travaux qui se tiennent à Yamoussoukro ont pour thème rôle et responsabilité du corps préfectoral et des autorités décentralisées dans la gestion du domaine foncier urbain et la mise en œuvre des réformes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Grand Bassam va abriter cette année la cérémonie officielle pour la célébration de l'indépendance. La cité balnéaire fait sa toilette. Le maire Jean-Louis Moulot multiplie les rencontres avec les représentants des différentes couches sociales et professionnelles afin de réussir le pari de la mobilisation. Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. C'est un secret de Polichinelle. La ville historique de Grand Bassam va accueillir la célébration officielle de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La présence remarquable des forces de défense et de sécurité, le pavoisement de la voie d'accès principale et des grandes artères aux couleurs nationales annoncent déjà l'événement. Sur le terrain, il nous est donné de constater que chaque citoyen s'implique à sa manière. C'est le cas avec cette balayeuse. Je suis très fière de contribuer à l'hygiène et à la propreté de la ville qui va recevoir des invités pour la fête de l'indépendance. Conducteurs de taxis communaux et restauratrices de quartier profitent de l'opportunité. Je sens une progression au niveau de la sauce. Parce que quand une marmite finit, je mets une deuxième marmite encore au feu. Je sens que vraiment, grâce à la fête marche. Je vendais 50 plats comme ça. Depuis l'annonce de l'indépendance, je vends un truc de 60, je peux partir même à 70 plats. On sent vraiment que la fête arrive. Ça marche à notre niveau parce que quand la ville est mouvementée, ça fait que nous les taximens, c'est bon. On est très contents. Au moins 5000 personnes sont annoncées. Le président de la jeunesse communale et des chefs de communauté de Grand Bassam sont sollicités pour contribuer à la mobilisation. Le président de la République a bien fait de choisir Bassam pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous allons sortir nombreux pour donner un plus. Nous invitons toute la population à se joindre à nous pour cette grande fête-là. J'ai dit aux jeunes et aux différents présidents des jeunes de quartier que c'est un moment historique. La fête de l'indépendance, ce n'est pas tous les jours qu'on la reçoit dans sa commune et que c'est important de sortir massivement pour dire merci au président de la République pour toutes ses réalisations, pour tout ce qu'il a fait pour le pays particulièrement pour Grand Bassam. Nous comptons mobiliser au moins 2000 jeunes. Pour le maire de Grand Bassam, le 7 août 2024 sera inédit et toutes les dispositions sont prises. Nous sommes à pied d'œuvre depuis l'annonce de cette nouvelle pour pouvoir offrir le visage le plus attrayant de notre ville. Tout d'abord, le rafraîchissement des artères principales de la ville. Nous avons bénéficié également de pointes à temps afin d'améliorer la circulation, la fluidité routière. L'essentiel, c'est vraiment de mobiliser les populations de Grand Bassam qui sont honorées par le choix de Monsieur le Président de la République porté sur notre ville, les mobiliser afin d'être présentes massivement autour de cet événement. Et nous avons mis en place plusieurs délégations du conseil municipal qui sillonnent en ce moment même les quartiers et les villages afin de porter l'information aux populations et s'assurer que nous soyons tous nombreux présents le 7 août au matin sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam pour vivre ensemble et en direct les festivités de l'indépendance. Ainsi dit, la mobilisation bat son plein à Grand Bassam. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mercredi 7 août 2024, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national.
En religion, demain samedi 3 août sera installé officiellement le nouvel archevêque d'Abidjan, Monseigneur Ignace Bessi. L'imposition du pallium et la prise de possession canonique du siège se fera à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Pour rappel, Monseigneur Bessi a été nommé par le pape François le 20 mai 2024. Et en sport, pour terminer, Jeux olympiques de Paris, Marie-Josée Talou est qualifiée pour les demi-finales des 100 mètres dames. Double médaillée d'argent au championnat du monde d'athlétisme en 2017 à Londres, la sprinteuse ivoirienne fait la fierté de son pays et du continent africain. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1. Rendez-vous demain 20h avec Marie Langouran. Bonsoir.